Bon allez, on est bon, on va commencer. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nelson Burton, je suis le CEO Docker Devil, qui est une entreprise de médias et de presse professionnelle qui a une dizaine de titres et pas mal dans la restauration. On a un titre qui suit la Food Tech depuis très longtemps. C'est ma 3e intervention de modération ici à Food et Tech. Et on va vous parler aujourd'hui en restauration des outils digitaux à adopter en priorité pour accélérer son business. Et pour cette conférence, j'ai donc le plaisir d'accueillir, si ça marche, ouais, d'accueillir Alex, qui est cofondateur de Père et Fiche. Je te laisse te présenter 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, cofondateur de Père et Fiche, je m'occupe de. Donc, c'est un concept de street food de poisson, spécialisé dans le burger de poisson, et je m'occupe de toute la partie marketing digital, ce qui peut se passer à peu près derrière les écrans. Rachid, je te laisse te présenter 2 minutes. Donc merci de l'invitation. Moi je suis donc Rachid, en charge de Deliverect pour le marché français. Donc Deliverect, c'est une solution, ce qu'on appelle un middleware en bon franglais. Donc c'est une solution intermédiaire qui permet au système de caisse de faciliter la connexion à tout l'écosystème de commandes digitales, que ce soit de la borne, du click and collect ou de la livraison. Et Yoni. Bonjour, Yoni de Clio System. Nous, on a conçu une application de système d'encaissement qui se veut 360 degrés. C'est-à-dire on va gérer toute la partie click and collect, borne de commande, et puis toute la partie gestion d'établissement au sein de votre restaurant. Bon, alors, la problématique quand on parle d'outils digitaux à intégrer pour accélérer son business, c'est à peu près celle-là. Le constat de base, là, c'est juste les exposants à Food Hotel Tech de cette année, et il en manque plein d'autres. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de solutions qui existent. Et en plus, ces centaines de solutions, évidemment, elles touchent plein de points d'activité différents qu'on peut retrouver en restauration. Voilà, pareil, là j'ai mis un peu toutes les catégories qui sont présentes ici à Food Hotel Tech. Donc la question de fond, en gros, c'est par où on démarre et comment on fait quand on veut s'équiper. Et c'est donc la première question par laquelle on va commencer. Si on se concentre sur le business, par où on commence pour s'équiper en outils tech et combien on peut gagner? Et je donne la parole à Alex en premier. Alors, c'est quoi ton premier outil que tu as intégré chez Père et Fiche? c'était mon système caisse, puisque forcément j'avais besoin d'une caisse pour faire du commerce. Mais en fait, au tout début, le constat, c'est que tu arrives sur le marché. Nous, on a ouvert le premier restaurant, on sortait d'école. On ne vient pas de la restauration en plus. Donc on ne connaissait pas forcément tous les outils qu'il y avait, surtout que ça évolue très très vite. Et on a fait la bonne vieille technique d'aller voir tout le monde. Donc c'est-à-dire que tu échanges avec beaucoup de solutions et tu commences à en sélectionner certaines. Et petit à petit, quand tu les testes, tu te rends compte, premièrement, si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Et à côté de ça, tu commences à faire le tri. Et l'idée, c'était de mapper un peu les besoins existentiels, tu vois, donc un logiciel caisse, un programme fidélité, un logiciel pour toute ta gestion de planning, les RH, une solution de livraison. Et on a ouvert le premier resto, c'était fin 2018, donc le click and collect, il était un peu moins à la mode d'ici là. Mais c'était un peu les premières solutions qu'on a testées au début. Et derrière, en fait, petit à petit, on s'est rendu compte, celle qui... En fait, il y avait deux parties importantes. Tu avais déjà, premièrement, les solutions qui avaient été un peu survendues. Et nous, l'objectif, c'est vraiment qu'on n'ait rien à faire en fait, par rapport à ces solutions, parce que c'est qu'elles nous fassent gagner du temps et de l'argent, parce que c'est clairement l'objectif de tout cet aspect un peu digital. Et donc c'était quelles sont les solutions qui sont rentables pour nous, intéressantes, qui nous font gagner du temps derrière, même dans la partie data et tout. Et après, à côté de ça, il y avait aussi comment tu fais face aux dizaines de personnes qui te contactent par semaine, qui te proposent des solutions super intéressantes et qui te disent non mais t'inquiète, c'est gratuit, au pire tu perds rien. Et au final, effectivement, tu perds pas d'argent, mais quand tu commences à en tester beaucoup, tu perds énormément de temps. Et derrière, les personnes qui ont ton numéro et tout, si la solution ne marche pas, ils vont te dire viens, on fait des tests, on fait des tests. Et en fait, petit à petit, on s'était retrouvé dans la situation où il fallait commencer vraiment à filtrer. Et nous, en fait, au début, on a testé un max de trucs. Et derrière, on a dit ok, bon, c'est quoi notre top 5 solutions? Et on dégage tout le reste. Voilà.
Tu as une vision des gains de productivité ou des gains de commandes que ça a pu te générer ou des gains sur place? Bah, Je te la pose autrement. Si tu n'avais aucun outil tech intégré versus le setup que tu as aujourd'hui, tu penses que tu ferais moins de delivery ou que tu ferais moins de bah sur place oui, ou- oui, déjà, je pense qu'on ferait même pas notre métier, tu vois, parce que nous, on a des profils, avec mes associés, on a des profils entrepreneurs, donc c'est-à-dire qu'il y a une personne sur place qui va gérer toute la partie process, équipe et tout. Mais nous, en soi, l'idée, c'est de faire tourner des business, c'est-à-dire que du coup, il y a toute la partie data qui nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui se passe, l'activité. Mais à côté de ça, en fait, toute la gestion de planning, un exemple facile, si tu veux parler en vrai terme de rentabilité, avant le Covid, on faisait 13% max, entre 10 et 13% de livraison de notre CA. On était multiplateforme, donc c'est-à-dire qu'on avait tout Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, plein d'autres trucs. Ça fonctionnait pas, déjà parce qu'on avait un produit nouveau sur le marché, donc il y avait un vrai travail d'éducation à faire pour démocratiser tu vois, la consommation de poisson qui est quand même beaucoup plus faible, surtout sur un modèle restauration rapide, que du bœuf ou du poulet. Et en fait, bon, le Covid arrive, nous on a ouvert, on a eu réforme les gilets jaunes, réforme des retraites, Covid, donc tu sais, chaque année on se prenait des trucs, on disait c'est génial. Et là le Covid arrive, donc on ferme et tout au début, premier confinement. Et en fait après on se dit, bon on va partir sur un autre modèle, c'est on est dans un monde Covid et ça va toujours rester comme ça. Donc on a tout revu, on a revu l'offre et en fait on est passé en exclu avec Uber Eats, donc pour travailler des plans de com beaucoup plus agressifs et globaux, puisqu'on avait besoin de se faire connaître sur le marché. Et là aujourd'hui, on fait entre 40 et 45% de livraison. Sauf qu'on a une intégration fluide avec Click and Collect, système de caisse, et qu'on a environ peut-être un petit problème technique de 20 minutes tous les 2-3 mois, quoi. Donc toute cette partie-là tourne très très bien et on a nos reporting de data qui sont automatisés sur tout, que ce soit sur tout ce qui est commande client, les retours clients, les avis. On a des alertes sur tout ce qui va être mauvais avis ou quoi que ce soit, avec des pushs en temps réel qui sont faits sur les équipes au resto. Donc en fait l'idée c'est de créer un système tout automatisé de façon à ce que tu puisses apporter un peu la meilleure expérience possible au client dans le plus court délai. Alors on va essayer de dégager, on s'est dit tous les quatre qu'on faisait un peu la conf en mode rookie qui veut investir dans les outils. On va pour le début essayer de dégager un peu des grands personnatypes de restaurants. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ce qu'a dit Alex, si on est dans un cas de restauration majoritairement orientée sur place, c'est quoi le premier outil? Combien il peut rapporter? Et Yoni, je te donne la parole. Alors pour moi, le premier outil sur lequel vous devez vous équiper, ça va être toute la partie encaissement qui va déjà dans un premier temps gérer votre établissement. Et cet outil doit être le maximum ouvert pour pouvoir après vous équiper d'un certain nombre d'outils digitaux qui vont permettre d'augmenter au fur et à mesure, en fait, d'automatiser des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et de vous permettre de vous concentrer sur votre métier. Le premier outil que je vois, ça va être toute la partie de prise de commande, c'est-à-dire un restaurateur sur place, et en s'équipant d'une prise de commande à table, par exemple, avec de la vente à emporter, ça va lui permettre tout simplement d'avoir un complément de revenus et de proposer à ses clients une autre façon de commander sur l'établissement. Et du coup, si on est plus orienté delivery, Rachid, pour toi, par où on commence? Alors c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a eu la partie delivery qui était une évidence, une obligation pendant ce moment de crise sanitaire, parce qu'on était confinés chez soi et on avait quand même besoin, une envie de se faire plaisir, et je pense qu'on avait tous un peu marre de faire du pain, du pain au levain dans sa cuisine. Donc il y a eu le besoin de faire du delivery, mais pas par génie créatif des restaurants, c'est juste parce que les restaurants sont allés vers là où se trouvaient les clients étaient chez eux, ils avaient deux problématiques à régler, la première j'ai faim, et la deuxième je veux pas me déplacer, ou je peux pas me déplacer en l'occurrence. Donc pour le delivery, c'est effectivement aujourd'hui un marché qui est relativement clairement distribué en France. Il y a trois acteurs principaux, il y a un très gros, il y a un suiveur, et il y en a un qui est en croissance, donc c'est Uber Eats, c'est Deliveroo, c'est Just Eat. Donc Uber Eats ayant la plus grosse part de marché, c'est pas aujourd'hui une folie de faire une exclusivité pour son produit, parce que mine de rien, 40-45%, ça marche très bien. Quand il s'agit de faire du delivery, il ne faut pas oublier que
pour les dark kitchens, c'est pas du tout une obligation légale d'avoir un système de caisse. C'est un nice to have pour avoir un système de caisse pour faciliter la réconciliation de sa TVA, pour faciliter la gestion de ses inventaires, de ses stocks, voire même de gestion du personnel. Il y a plein de systèmes de caisse aujourd'hui qui sont augmentés avec plus d'add-ons. Mais à partir du moment où vous ne faites pas de vente au public, le système de caisse n'est pas du tout obligatoire parce que vous faites de la vente un petit peu e-commerce, vous allez recevoir des factures des plateformes de livraison, vous allez avoir votre CA, vous allez avoir vos coûts matières avec vos factures fournisseurs et vous allez pouvoir faire tourner votre business de cette manière-là. La caisse est indispensable à partir du moment où vous avez un modèle hybride. Donc ce qu'on appelle un modèle hybride, c'est un food court. C'est une dark kitchen avec une petite fenêtre où vous pouvez venir visiter, passer une commande en ligne ou via une borne et ensuite pouvoir partir avec vos produits. Donc là, il y a des systèmes de caisse, puisque légalement, il y a de la vente publique, et donc on est obligé de pouvoir satisfaire les exigences de notre magnifique système fiscal et avoir des caisses agréées, avec évidemment les normes fiscales qu'on connaît en France. Donc par rapport au delivery, en fait, c'est juste une question de partir du consommateur, où se trouve mon client, où est-ce que je peux aller le chercher. Il y a des zones en France, il y a des villes en France, où certaines plateformes de livraison sont plus pertinentes que d'autres. Donc il ne faut pas oublier ce facteur-là. Et ensuite, d'utiliser tout simplement un des deux leviers, qui est soit l'optimisation opérationnelle, ça veut dire automatiser l'injection des commandes dans la caisse, ou soit, le deuxième levier qui est important, c'est on ne prend pas un outil pour gagner du temps ou se faciliter la vie, parce que le temps, time is money, quoi. Mais on prend un outil qui va nous améliorer notre business. Donc je pense aujourd'hui à des outils qui permettent de faire par exemple de l'automatisation d'advertisement sur les plateformes de livraison. C'est des mecs, des pure players, ils font que ça. Et ils ont un outil qui est dédié, je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas lui faire de la pub gratuite, mais je lui fais beaucoup de bien. Et du coup, c'est des outils qui vont être présents pour non pas aider à gérer les flux ou pas aider à gagner du temps, mais aider à générer plus de revenus. Donc la gestion du delivery, ça a l'air d'être un problème relativement simple, où on dit on centralise tout et puis c'est bon. Mais en fait, il y a une complexité derrière, avec la gestion des menus, la gestion des inventaires, la gestion des indisponibilités, la gestion des marques virtuelles. Quand vous avez un restaurant qui fait des sushis, aujourd'hui, la moitié du temps, ce restaurant-là, il fait aussi des pokés. Donc vous allez sur Uber Eats, vous allez avoir une identité poké, une identité sushi, vous n'aurez aucune idée du fait que les deux produits sortent de la même cuisine. C'est juste que c'est des produits hyper complémentaires. Au lieu de les rouler, on les met dans des petits pots. Je ne dis pas que c'est facile, ça reste un métier, mais la gestion du delivery, il y a une espèce de profondeur où c'est pas juste se mettre en ligne et puis ensuite gérer les flux, parce que sinon ça devient hyper vite le bordel, quoi. Avec des tablettes dans tous les sens, avec des cuisines qui ont 6 tablettes sur le comptoir, qui sonnent, etc. Donc il y a des vrais problèmes opérationnels qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que c'est important dans une stratégie de s'y tenir, de mesurer l'impact qu'ont les outils, et pourquoi pas d'arrêter, comme ça a été le cas pour Père et Fiche, de dire on prend tout, et puis après ça ne marche pas, on arrête. Justement, du coup, vous avez commencé à introduire un peu la question. Donc on a parlé système de caisse, on a parlé choisir sa bonne plateforme quand on est sur du delivery. Mais si on n'avait que 3 composantes de son établissement, dans votre établissement idéal, vous êtes restaurateur maintenant, s'il n'y avait que 3 composantes que vous pouviez intégrer de manière digitale, ce seraient lesquelles? Et Yoni, je te donne la parole. Pour moi, le premier, ça va être toute la partie prise de commande. Et prise de commande, j'entends, c'est en fait laisser au consommateur à un moment donné la possibilité tout simplement de commander de la façon dont il souhaite. C'est-à-dire en fait, vous avez un restaurant par exemple traditionnel. Moi en tant que client, des fois j'ai envie de me faire servir par un serveur de manière traditionnelle parce que je suis avec ma femme. Et demain j'ai envie de commander la même food, mais cette fois-ci directement de chez moi. Donc pour moi la partie commande en ligne, commande à table, sur borne de commande devient primordial. En fait, c'est plus un choix, c'est devenu un mode de consommation. En fait, en tant que client, encore une fois, j'ai différentes humeurs et j'ai toujours envie de manger et j'ai envie de manger différemment. Pour moi, c'est le premier outil qu'il faut bien choisir. Le deuxième, après, c'est comment je vais pouvoir gagner des points de marge. Et là, je vais travailler sur ma gestion de stock,
mes produits disponibles, indisponibles, comment je vais mieux acheter et comment je vais mieux consommer. Et la troisième, c'est la partie caisse qui va faire tourner mon établissement. C'est comment je vais produire, comment l'information du vendeur à la cuisine va bien se transmettre et comment je vais mieux servir mes clients. Et Rachid, pour toi, s'il y a 3 tools à intégrer, La- seulement 3. Non, la wishlist, je pense, ça serait staffing, menu et fidélité. Je pense que derrière, on peut faire beaucoup de choses à la mano. On a un produit extraordinaire qui existe depuis des décennies qui s'appelle Excel, qui permet de faire beaucoup de choses créatives. Mais au-delà, évidemment, de la base obligatoire d'avoir un système de caisse quand on fait de la vente au public, le staffing par rapport à la possibilité de gérer ses équipes et ses ressources en fonction de la prédiction des ventes, en fonction de l'occupation, de pouvoir gérer les RH d'une manière efficace. Il y a des systèmes qui font ça aujourd'hui très bien. Nous, on n'en fait pas du tout. Mais il faut reconnaître que c'est une bonne avancée par rapport à on va dire, un cœur de métier qui était un peu archaïque. Je pense le menu ensuite, comme on disait tout à l'heure, la gestion des indisponibilités, etc. Il n'y a rien de plus frustrant que de passer une commande, que ce soit en click and collect, en borne ou en livraison, et qu'en fait le produit n'est pas disponible. Ça crée de la friction avec l'établissement, on est déçu. Du coup, on a une expérience post-achat qui est absolument horrible et qui est évitable. Et ensuite, la fidélité, c'est, je pense, la dernière brique qui est aujourd'hui encore à explorer. Il y a énormément de solutions de fidélité. C'est Starbucks qui a inventé la carte à points avec 10 cafés achetés, un gratuit, mais il y a énormément à faire sur le côté feed, qui ne soit pas juste achète 10 fois et la 11e fois c'est cadeau, mais dans l'esprit de la feed, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour créer une valeur de marque et pérenniser la valeur de cette marque-là au travers de la qualité du produit. Bon, à la base, si vous êtes restaurateur, vous faites à bouffer. Donc il faut que ça soit bon, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit au juste prix, etc. Mais il ne faut pas oublier que la base de ce qu'on vend, que ce soit en livraison ou en click and collect, c'est de la bonne nourriture. On ne sait pas que juste pour s'alimenter. On n'est pas en train de prendre des pilules avec des compléments alimentaires. C'est quelque chose qui doit avoir du goût, qui doit se différencier par rapport à ça. Et donc ensuite, la fidélisation, c'est toute une stratégie de rétention de clients en direct pour permettre à ce client-là de se sentir apprécié par la marque, d'avoir un petit goodies en plus, d'avoir un petit truc en plus dans le sac, une petite attention, un mot sur le sac. On peut voir plein de choses différentes si on part de livraison. Et donc ça, pour moi, c'est une composante où aujourd'hui, il y a du travail à faire pour éviter d'être trop dépendant des plateformes qui sont des plateformes payantes. Donc j'ai rien contre mes collègues de The Fork, mais ça reste une plateforme payante d'acquisition client. Uber Eats, ça reste une plateforme payante d'acquisition client. Donc le travail pour vous, au bout d'un moment, c'est de réussir à faire de la rétention et de l'acquisition et de travailler sur le direct. Donc tout ça, c'est sous la feed. Et je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour réduire ses coûts d'acquisition et donc de facto d'augmenter ses marges. Alex, tu as le droit à 3 outils. Je sais que vous en avez plus aujourd'hui. J'ai plus rien à dire. Et j'ai une question annexe aussi, parce que est-ce que dans tes différents restos, parce que tu as Paris, Lille et tu as un corner à Paris aussi, ouais. Est-ce que tout est équipé de la même façon ou est-ce qu'il y a des variations? Est-ce que c'est centralisé ou non? Mais tu as quand même droit à 3 outils. Ok. Du coup, sur les 3 outils, je reprends la partie staffing. Sur la partie prise de commande, pour moi c'est essentiel aussi. Moi je suis beaucoup plus modèle restauration rapide, tu vois, que tradi, donc ça dépend des personnes. Nous on a tout passé en borne il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Honnêtement c'est top. Augmentation du panier moyen, le flux qui s'améliore. On est en train de faire les tests prise de commande à table QR code. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup font le cap de passer sur les bornes. Et on suit tous l'exemple de McDo. Je pense que si demain McDo passe en 100% commande QR code, le marché de la borne va prendre un sacré coup parce que c'est un peu la limite pour tout le monde. Et honnêtement, pour moi, ça va évoluer dans ce sens-là parce qu'on est de plus en plus sur nos mobiles. Et nous, honnêtement, on n'a plus aucune commande via personne physique, tu vois, à part s'il y en a qui ont des problèmes depuis 2 ans. Et il y a eu 0 friction sur ce niveau-là. Et du coup, 3e point, pareil, fidélité, je rejoins à fond. Toute la partie, on utilise Pongo du coup, qui est plugué à nos bornes de commande. Donc à chaque fois qu'une personne prend sa commande, elle peut se loguer via son numéro de téléphone, qui est un peu sa carte de fidélité. Et en fait, plus tu viens, plus tu as des points, plus tu as des points, plus tu as de cadeaux. Donc il y a un petit système de gamification
avec toute une partie de SMS automatisé qui dit que si c'est ton anniversaire, que tu viens aujourd'hui, tu as un truc offert, que ah bah tiens, ça fait 5 fois que tu es venu, ah ça fait 10 jours que tu n'es pas venu nous voir. En fait, tu as tout un système de push SMS automatisé qui honnêtement fonctionne hyper bien quand c'est bien fait et qui est méga rentable. Et je rejoins totalement la partie aussi prendre toute ton acquisition Uber, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes de livraison qui apparaissent. Mais c'est comme quand si tu cherches une série, tu vas sur Netflix, quand tu cherches à manger, tu vas pas sur Google en tapant que manger à Paris, tu vas directement sur les applis, que ce soit Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Et Uber Eats aujourd'hui, enfin les applis de livraison sont un énorme levier d'acquisition. Et du coup, toute la problématique est de voir comment du coup, tu récupères toute la data un peu de tes clients que tu arrives à acquérir en livraison et puis tu les drives directement dans ton restaurant, premièrement parce que généralement l'expérience est quand même plus quali sur place et à côté de ça aussi parce que tu gagnes plus d'argent à la fin et que tu as plus de chances du coup de fidéliser la personne avec quand même ce contact humain qui reste important. Et du coup, j'ai oublié ta première question. Ma première question c'était est-ce que les 3 restos, donc Ah ouais. un corner, un resto à Paris, un resto à Lille, est-ce que les 3 restos sont équipés de la même façon ou pas du tout? Le premier de Paris et celui de Lille, oui, parce que c'est des purs restaurants. Le troisième, il est c'est notre restaurant, mais qui est dans un food court. C'est Donc, chez Iconic dans le 13e. Donc du coup, on pouvait pas faire ce qu'on voulait par rapport à ça. Donc c'est eux qui ont géré une partie des intégrations et tout, on les a accompagnés dessus. Et en revanche, là, on prépare la franchise pour décembre, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle universel. Qui va se dupliquer à 100% à l'identique quoi. Sur l'ensemble des systèmes, que ce soit les appros, les outils digitaux ou quoi que ce soit, la mise en avant, tout ce que tu veux, tout doit être identique quoi. Et du coup, forcément, le corollaire qui va avec tout ça, parce que vous avez quand même parlé mine de rien, en plus c'est assez intéressant parce qu'on a des points de vue différents avec des solutions différentes qui ont, en tout cas des types de solutions différentes qui ont été mises en avant. La question c'est, il y a pléthore d'outils, il y a pléthore de façons d'intégrer dans un sens ou dans l'autre. Et quand on cherche à mettre en place différents tools numériques, quelles sont les bêtises à éviter? Et Rachid, je commence avec toi. On a un peu la malchance et la chance de voir beaucoup d'établissements, que ce soit des individuels, des indépendants ou des grands groupes, on a plusieurs centaines de points de vente s'équiper. Donc je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est de ne pas suffisamment bien étudier le modèle de pricing qui est offert. Il y a énormément de solutions SaaS, telles qu'on s'appelle, telles qu'on les appelle. Les solutions SaaS, donc Solution as a Service, donc c'est des suites logicielles qui vous sont vendues avec des abonnements, la plupart du temps fixes, ou parfois avec ça va rien vous coûter, c'est gratuit, mais ça risque d'être chronophage, ou parfois ça vous coûte rien, mais c'est juste X%. Et ça s'appelle un coût variable. Et dans tous les business à succès, j'aurais toujours tendance à fuyer les coûts variables. Parce que les coûts variables, c'est un chèque signé en blanc. Si ça marche pas, ça coûte que dalle. Dans ce cas-là, pourquoi vous le prenez? Si ça marche bien, eh ben, vous allez vraiment payer énormément, autant de pourcentage de votre CA que ce coût variable-là. Donc il faut les fuir, ça ne veut pas dire qu'il faut les éradiquer, parce qu'il y a évidemment des coûts variables, on prend en transaction, paiement, etc. Mais les commissions sur le variable, ça peut être un danger. Préférez un coût fixe, quitte à dire que ça fait le millefeuille des abonnements et puis oui, on les met les uns sur les autres. L'avantage c'est qu'un coût fixe, vous pensez dans votre tête seuil de rentabilité et amortissement du produit, c'est calculé. C'est super simple à faire. Un coût variable, ça deviendra beaucoup plus complexe, mais c'est pas si difficile. Mais en soi, c'est juste que vous n'aurez aucune idée à terme de combien ça pourra vous coûter. Donc dans le plus gros coût des coûts variables sur le delivery notamment, c'est les coûts des agrégateurs. Ça c'est un coût variable, vous êtes bloqué avec. Par contre derrière, c'est de se dire comment je peux... Pourquoi pas prendre un coût fixe avec une solution de feed et venir contrebalancer ce coût variable qui aujourd'hui est de plusieurs dizaines de pourcents. Ça dépend si on en exclut ou pas, ça dépend évidemment de la qualité de négo. Ensuite, donc sur la deuxième, sur le deuxième aspect, c'est peut-être parfois de prendre trop de choses d'un coup en même temps et du coup de ne pas avoir le temps de bien faire les choses. C'est difficilement dans les solutions SaaS l'amour au premier regard. Il faut savoir se pencher un peu dessus. On est là pour accompagner aussi les restaurants avec lesquels on travaille, voire les restaurants avec lesquels on ne travaille pas,
qui des fois nous demandent des conseils alors qu'on ne travaille même pas ensemble. Et du coup, il y a ce côté, soyez sûr de vous investir suffisamment, de peut-être ne pas prendre tout et n'importe quoi, s'équiper oui, mais pas à tout prix. Sinon, vous n'aurez jamais le temps de creuser la solution, vous n'aurez jamais le temps de l'exploiter, et vous allez peut-être vous faire une vision biaisée de l'outil, alors qu'en fait, ça aurait pu être pertinent pour vous. Donc, c'est de faire les choses d'une manière rationnelle, et de pas vouloir tout prendre, et puis ensuite de faire un benchmark sans se rendre compte peut-être du potentiel qui peut être derrière. Yoni, ton avis sur la question, les bêtises à éviter? Pour moi, c'est à partir du moment où vous commencez avec un outil, il faut avoir beaucoup de patience. C'est-à-dire, par exemple, je reviens encore sur la commande en ligne, enfin sur la commande digitale. De la mettre en place, ça prend du temps. Déjà, il va falloir commencer à maîtriser l'outil, de former ses équipes, de commencer à faire connaître votre offre à vos clients. Et c'est des choses qui nécessitent beaucoup de patience. Et de démarrer un outil et de l'arrêter un mois après, en fait, vous n'aurez pas en fait cet essai. Parce que tout ce qui est commande digitale, ça marche. Il n'y a plus de doute dessus. C'est juste comment appréhender cet outil et comment après, à un moment donné, communiquer son offre et former ses équipes à cet outil qui n'est pas fait pour remplacer l'humain, mais qui est fait plus pour se concentrer sur son métier. Pour moi, la deuxième bêtise à éviter, c'est faire un virage à 100% digital. C'est-à-dire d'arriver en disant je vais tout digitaliser d'un seul coup et d'oublier la problématique client, qui sont habitués à un certain service et qui vont se retrouver avec une offre complètement différente. Pour terminer, c'est en fait de se concentrer sur des outils qui vont vous faire vraiment gagner du temps et des points de marge et des commandes en plus. Et Alex, je vais être un poil plus précis. Vous l'avez évoqué tous les deux, tous ces outils ne sont pas forcément faciles à prendre en main au début. On sait qu'en restauration, on a des problématiques de turnover qui sont importants, on a des problématiques de staffing même en ce moment, avec une grosse pression sur le recrutement. Et donc parfois pléthore de tools pas forcément faciles à comprendre. Comment vous gérez, vous, l'onboarding et la formation des staffs, justement par rapport à ces outils, au fait qu'ils apprennent à les connaître, à les utiliser, qu'ils ne fassent pas de bêtises ou de contresens dessus? Voilà, est-ce que tu as un programme? Est-ce qu'il y a un truc spécifique? Alors, en soi, nous, l'objectif, c'est que les équipes, elles aient quasiment rien à faire en interne. Donc sur toute la partie, on n'a pas trop de turnover, nous, dans nos restaurants. Heureusement, je touche, je ne sais pas si c'est du bois, mais je touche. On a des docs en fait, d'onboarding, et là, on a tout digitalisé sous format vidéo avec Stan. Donc en fait, c'est des petites... c'est comme une journée un peu d'intégration où on explique tout ce qui se passe, que ce soit sur les valeurs de la boîte, la culture d'entreprise, puis après toutes les missions quotidiennes qui vont amener l'employé, qui vont attendre l'employé. Donc par rapport à ça, en fait, ça se fait assez facilement. Et sur toute la partie outils digitaux, honnêtement, on a des responsables de points de vente avec un directeur qui est sur les 3 zones. Et eux, ils sont formés, donc ils sont au courant en fait en amont de tout ce qui va se passer. À savoir des OP livraison, des OP fidélité, des sorties de recettes, potentiellement des pics d'influence. En fait, l'idée, c'est qu'ils aient toutes les informations en amont, déjà pour pas qu'il y ait... En fait, on veut éviter à fond de créer de la frustration au sein des équipes. Et en fait, après, là, nous, tout est assez fluide. C'est-à-dire que du coup, c'est d'essayer de leur apporter, on va dire, le travail le plus cool et qualitatif possible, qu'ils ne soient pas en train de subir des problèmes techniques. Donc par rapport à ça, en fait, on a des supports au cas où il y a quelque chose qui saute, mais il y a heureusement quasiment jamais rien qui saute. Et du coup, le fait d'avoir ta caisse connectée à tes solutions de livraison, à tes tablettes, avoir un doc spécifique lorsqu'il y a des OP et qu'ils aient accès à toutes les informations en temps réel et en avance, ça, honnêtement, ça se gère assez facilement. Yoni, toujours sur l'angle, on va dire, bêtises à éviter. Toi qui avec la caisse est un peu au centre à l'agrégation de plein de métiers différents, j'avais une question un peu spécifique aussi sur la gestion de l'interopérabilité entre les différents types d'outils, où en gros quand on s'équipe, comment on fait en sorte pour que
le machin de gauche marche avec le machin de droite et qu'il n'y ait pas de problématique d'intégration? C'est-à-dire quand vous choisissez votre caisse, vous devez aller sur leur site internet dans la partie intégration et vérifier le maximum d'intégration, enfin toutes les intégrations qu'ils ont. Plus vous avez d'intégrations de disponibles et plus en fait le système de caisse il est ouvert à s'interfacer avec d'autres outils du marché qui vont permettre en fait de répondre à une certaine problématique. La caisse en fait elle regroupe, elle collecte beaucoup de data qui à mon sens vont permettre d'agréger et d'alimenter en fait par exemple de la RH, de la fidélité, de la commande en ligne, etc. Et donc, quand vous choisissez en fait votre système, essayez qu'il soit le plus ouvert pour pouvoir après avoir une avance sur l'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une petite problématique, demain vous allez vouloir vous équiper de telle ou telle solution. Il faut que ça soit un maximum ouvert pour que vous puissiez grandir avec votre établissement. Et Rachid, pareil sur la formation et l'interopérabilité. Du coup, toi, tu vois ça comment? Bah nous, c'est un peu notre cœur de métier, donc c'est vrai que c'est une question très bien amenée, je te remercie. Peut-être sur les bêtises, tout à l'heure on a dit pas tout prendre en même temps, etc. Mais je pense que la plus grosse connerie que j'ai pu entendre en peut-être 8 ans où je vends du SaaS avec la restauration, c'est ces mots-là, c'est j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer quoi. Je pense que ça c'est le truc, alors déjà ça me scie les jambes parce que j'étais commercial à l'époque et du coup c'est une porte un peu fermée, mais de se dire que son business est cristallisé, qu'on va jamais avoir besoin de le changer parce que ça marche, en fait non, parce que les mœurs se changent, les habitudes changent et il ne faut pas oublier que un restaurant c'est un restaurant qui fait du service et c'est au service des clients et il faut s'adapter à ses clients. Demain le client il a envie de commander son poké sur TikTok, vous avez tout intérêt à vous mettre sur TikTok pour lui vendre son poké. Sinon, vous suivez plus le client. Donc, soit vous vous appelez Bocuse ou Michel Blanc et puis vous êtes une institution, vous avez 3 Mac ou même Michel Bras et puis vous restez avec votre rythme dans ce style-là. Ou soit vous vous adaptez votre business au fur et à mesure, sans tout changer, comme disait Yoni tout à l'heure, d'un coup, mais en continuant l'évolution et l'adaptation. Par rapport au personnel, alors nous, idéalement, ce qu'on aime avoir chez nos clients, c'est ce qu'on appelle des champions. Ça veut dire qu'on va former un formateur. Il y a une personne qui a la main complète sur l'outil et qui est capable ensuite de dispatcher l'info en interne. Sinon, ça veut dire que vous allez utiliser des outils. Si vous n'avez personne chez vous qui sait bien les utiliser, vous êtes ultra dépendant de la solution, de leurs équipes, de leur support. Vous allez vous plaindre que leur support n'est pas assez à dispo. Alors que si vous savez prendre en main l'outil, là, vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, ses limites. Donc quand vous allez avoir un vendeur qui va vous appeler en disant « moi j'ai un outil meilleur », vous allez comprendre de ce qu'il va vous dire. Plutôt que de dire non, mais j'ai ça marche, c'est bon. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ou à lire quoi que ce soit. Donc le mieux, c'est de prendre en main l'outil, comme je disais tout à l'heure, prendre du temps pour pouvoir former ses propres équipes. Parce que sinon, vous êtes hyper dépendant d'une solution, vous ne savez pas comment ça marche. Et c'est comme si demain, vous oubliez comment apprendre à conduire. Mais du coup, vous êtes dépendant de Uber ou des chauffeurs de taxi, vous amenez d'un point A à un point B. Le mieux, c'est apprenez à conduire et apprenez à gérer vos outils. Si vous en avez trop, faites le ménage. Et ensuite, vous sentirez le besoin d'eux et vous les reprendrez. Donc sur les formations en interne, soyez pas ultra dépendant des fournisseurs de services, apprenez à les utiliser. La plupart du temps, c'est des solutions avec des équipes qui sont faites pour designer le produit le plus simple possible, accessible possible. Le bouton rouge, généralement c'est off et le bouton vert, généralement c'est on. On ne réinvente pas la roue tous les 2 matins. Donc c'est pas ultra compliqué de le faire, il faut juste se mettre un peu les mains dans le cambouis parfois et prendre la chose en main et ça vous rendra beaucoup plus pertinent dans la compréhension de l'outil, dans la compréhension de l'interconnectivité des outils. Nous, notre cœur de métier, c'est littéralement ça. Deliverect, c'est juste ce truc qu'on a un peu au milieu de toutes les techs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte à tout ce qui gravite autour de cet environnement-là. Donc demain, vous allez avoir un système de caisse qui vous propose un click and collect, peut-être une borne du système de caisse, très bien. Mais si demain, vous avez envie de faire du paiement à table et cette caisse-là, malheureusement, ne fait pas de paiement à table, vous faites quoi? 1, vous changez de caisse. 2, vous ne faites pas de paiement à table parce que la caisse ne le fait pas. Ou 3, c'est une caisse qui travaille avec une solution comme la nôtre. On n'est pas les seuls, sinon ça veut dire qu'on s'est trompé de segment. Et donc, vous avez le choix de pouvoir dire je vais faire mon marché, je vais dans l'App Store de Deliverect et puis je vais dire j'ai un caisse X ou Y, je vais utiliser ce fournisseur de service-là.
Ou demain, c'est d'ailleurs un service qu'on vient juste de lancer, vous avez envie de lancer une marque virtuelle mais vous ne savez pas vous y prendre. Aujourd'hui, on est capable de référencer des fournisseurs de marques virtuelles pour pouvoir l'installer dans votre restaurant et ensuite commencer à utiliser cette marque virtuelle en livraison. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis sur ce segment-là. L'interopérabilité des outils, c'est notre métier. On est un petit peu la Suisse du game. On est agnostique, on s'intègre au maximum de POS possible, on s'intègre au maximum de solutions click and collect possibles, et à la fin, c'est le restaurant qui a le choix. Mais par contre, il ne faut pas se faire survendre les solutions, il faut être intéressé, il faut challenger aussi ses fournisseurs de services, et à partir de là, pouvoir faire des choix raisonnés et pertinents. Avant qu'on passe à la conclusion, Alex en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir votre vision à tous les deux sur des KPI ou de la performance d'intégration réussie chez vos clients. Genre quelqu'un qui est arrivé chez Clio, Yoni, et qui a intégré correctement la solution. Tu as eu des visions de best practice, de combien ça a pu générer en plus, soit en productivité, soit en chiffre d'affaires ou en marge supplémentaire. Enfin, essayer de mettre des KPI un peu précis là-dedans sur aujourd'hui, j'installe la caisse, je la fais fonctionner correctement. Concrètement, qu'est-ce que je gagne? Alors qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner beaucoup de temps en fait déjà. Le temps, on est tous dans notre quotidien stressés par le temps. Et là, vous allez gagner vraiment du temps dans votre quotidien, dans votre journée, et donc beaucoup moins de stress généré et plus de temps pour faire ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire vous concentrer sur votre métier, la food, ou éventuellement passer du bon temps à côté. Et après, toute la partie click and collect, on a beaucoup accompagné des clients qui hésitaient à le mettre en place. Il y en a certains qui ont fait un virage à 100%, qui ont fermé en fait leur restaurant et qui sont partis à 100% digital. Et puis il y en a d'autres qui ont gagné 10-20% de commandes en plus. Alors vous faites la multiplication sur un an, ça fait beaucoup de chiffres. En fait, je pense que la vision de l'outil maintenant, en fait, c'est pas combien elle va me coûter, mais combien elle va me rapporter. Et il faut changer sa vision. Alors sur d'autres métiers, ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. Sur la restauration, c'est un petit peu nouveau. C'est en fait, oui, ça va me coûter 10 balles, 50 balles, 100 balles par mois. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle va me rapporter à la fin du mois et à la fin de l'année en chiffre d'affaires, en temps gagné? Parce que le temps, je vais pouvoir l'investir sur d'autres valeurs ajoutées qui vont me permettre de développer mon business. Et Rachid, même question, du coup, des bons case studies de gens qui ont intégré la solution et qu'est-ce qu'ils ont pu gagner? Alors on a des chiffres qu'on met dans tous nos sales decks d'une manière ostentatoire afin de pouvoir promettre no bullshit. Les 80% de réduction de commandes échouées, etc. Je pense qu'il y a deux chiffres qui sont intéressants. Quand on certifie une intégration avec un click and collect, avec une borne, avec une caisse, pour nous, avant de pouvoir certifier cette intégration-là, il faut juste qu'on soit la limite à ne pas dépasser, c'est le 1% de commandes en erreur. Sachant que ce 1%-là, sans facilitateur de gestion de commandes, c'est super vite fait. Vous avez super vite fait de prendre sur une journée 100 commandes et de vous planter dans 3 de ces commandes-là. Vous êtes à 3% de commandes échouées, vous multipliez par ticket moyen, et c'est autant de clients qui ne sont pas satisfaits qui ne reviendront pas, ou si c'est des commandes en ligne, c'est autant de commandes qui sont du CA perdu. Donc pour nous, ce 1%-là, c'est la limite haute de ce qu'on accepte pour une intégration nouvelle. Aujourd'hui, on parle souvent d'excellence opérationnelle. On a aujourd'hui des cuisines, des restaurants qui ont des marques virtuelles ou des dark kitchens qui sont à moins de 0,10% de commandes échouées. Ça veut dire que c'est des commandes qui n'ont pas pu être traitées à temps, c'est des commandes qui ont été annulées par le restaurant, qui n'avaient pas mis en pause un produit et du coup le client a annulé. Donc il y a plein de réalités opérationnelles. Et pour nous, ce 0,10%, on en est quand même un peu content parce que mine de rien, c'est que dalle. Enfin, c'est 0,10% de CA perdu sur une année, c'est énorme, mais c'est super bas parce qu'on est très rapidement avec de l'erreur humaine, on est très rapidement avec d'autres facteurs à dépasser les 1, 2, 3, 4, voire 5%, voire plus de commandes, c'est-à-dire de CA qui sera juste perdu de clients qui ne seront pas contentés par leur commande en ligne ou qui auront eu un problème avec la borne et qui se seront fatigués du truc et qui vont dire bah non, j'y vais plus parce que le parcours client est juste pas bon du tout, quoi. Donc ces chiffres-là, je pense qu'il faut regarder. C'est pas tellement sur j'ai fait autant de CA, je suis content, mais combien de CA a été perdu dans le process?
combien de commandes ont été mal retapées dans la caisse s'il n'y avait pas eu d'intégration directe, combien de ces process-là sont améliorables pour pas aller réinventer la roue à chercher des clients sous les pierres, mais plutôt de se dire est-ce que je peux pas déjà optimiser mon business avant d'essayer d'aller courir après une licorne ou un mouton à 5 pattes quoi. Ok, et en conclusion, on a parlé de plein d'outils. Évidemment, j'ai mis un truc un peu cliché, mais voilà, on est au début de l'histoire dans la restauration par rapport à la digitalisation. Et la question, et tu parlais tout à l'heure tu parlais il y a 2 minutes un peu de désincarnation des points de vente. Et Alex, tu disais aussi que c'était important malgré les bornes qu'il y ait du contact humain. La question, c'est est-ce que le futur, que ce soit à table ou en livraison, c'est de plus en plus de digitalisation, de plus en plus de robotisation, ou est-ce qu'il y a un garde-fou à un moment, quelque chose pour mettre une limite dans le métier de la restauration? Alex, je te laisse commencer. Je pense que tu as 2 points. Tu as toutes ces marques virtuelles et tout qui apparaissent, le phénomène va s'amplifier. Donc il y aura potentiellement beaucoup plus de digitalisation dans la restauration. Et je pense que tu auras toujours cet aspect où les gens se déplacent, vont manger dans des restaurants. Et là, on sera sur beaucoup plus de l'expérientiel. Donc où les restaurants, comme on appelle ça, devront beaucoup plus travailler leur expérience et faire en sorte que tu sois plus juste là pour manger un plat, mais vraiment vivre quelque chose et passer un bon moment. Donc pour moi, c'est ces 2 créneaux qui vont à fond se développer. Après, tu as tous les outils qui vont être liés avec, que ce soit si tu fais de la full livraison ou si tu as de la restauration tradie, il y a énormément d'outils qui apparaissent. Nous, pour le coup, on les a séparés en acquisition, tout ce qui est sur place, process, et toute la partie fidélisation. En fait, dans ces 3 blocs d'outils, on fait des points sur tout ce qu'on a régulièrement, qu'est-ce qui fonctionne pas, et comment on fait le tri sur ça. Et le fait que tu sois passé en borne sur la partie physique, tu as compensé avec plus d'accueil humain derrière, tout ça et tout, ça change rien ou on a enlevé Attends, juste 2 secondes. Moi qui viens un peu du côté un peu traditionnel, tout ça et tout, c'est toujours un peu bizarre de voir ces bornes. En fait, c'est toujours le débat qu'on a, et c'est le débat qu'on a une nouvelle fois actuellement par rapport au QR code. Et le truc, c'est que franchement, il doit y avoir une personne par mois limite qui va dire ouais, c'est pas terrible les bornes et tout, c'est des personnes plutôt âgées. Et en fait, déjà, les bornes nous ont permis de supprimer les postes en caisse qui te coûtent un employé. Donc ça nous a fait gagner du temps, et en fait non, l'expérience elle est fluide, les gens ils aiment bien, ils voient des visuels, c'est cool, et à côté de ça, tous ces petits principes d'upsell te font augmenter le panier moyen, donc vraiment zéro friction par rapport à ça. Et Rachid, du coup, futur égale robot en resto ou futur égale pas robot? Futur égale robot peut-être, mais pas exclusivement en fait. En plus là c'est intéressant parce qu'il y a Paddy et je me souviens plus le nom de cette boîte, il y en a quelques-unes, je vois que le produit c'est LG, mais il y a plusieurs boîtes qui font des bots de livraison, de portage de repas comme ça. C'est marrant parce que du coup ces 2 images là c'est des robots facilitateurs en matière de RH. C'est-à-dire que là il n'y a pas besoin d'avoir un pizzaiolo, même s'il faut quand même avoir un mec qui sait préparer la pâte, et là il n'y a pas besoin d'avoir un porteur d'assiette ou un serveur. Sachant que c'est pas forcément un boulot moi je le faisais quand j'avais 15 ans et je l'ai fait pendant 6-7 années, et en vrai c'était un autre délire, c'était plus tradi. Donc en fait ces 2 images là c'est facilitateur par rapport au facteur pénibilité. Il y a aussi ça, il y a des solutions robotiques aujourd'hui qui cherchent à faciliter la pénibilité au travail, donc ça c'est plutôt un truc positif je pense. Il y a aussi le facteur éviter la répétition manuelle. Quand on parlait de retaper les commandes dans la caisse tout à l'heure, oui, on peut aussi économiser un abonnement et puis le faire à la mano. Mais en vrai, le mec qui doit retaper 150 commandes par jour, au niveau staff turnover, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va se barrer. Il va aller dans un endroit où il apprend autre chose que d'être un humain entre 2 machines. Donc en fait, les machines sont déjà là. Ce qui va se passer, c'est que les machines maintenant vont être connectées, vont être au support de l'humain. On estime entre 15 et 25% l'économie en ressources humaines à partir du moment où on a un vrai bon process digitalisé. Ça ne veut pas dire que vous allez virer le quart de votre staff. Ça veut dire que vous allez allouer ces personnes-là, faire d'autres tâches qui sont moins pénibles, qui sont moins, pardon, mais des fois débiles à la répétition,
Et du coup, vous allez pouvoir améliorer les conditions de travail des employés et vous assurer tout simplement d'avoir des équipes qui sont plus contentes et épanouies, donc qui ont le smile, donc qui prennent soin de leurs clients et qui font d'autres choses que juste être écrasés entre un système informatique et une machine. Donc le futur ira dans cette direction-là. Paddy est déjà là. Et les gens y vont parce que c'est un peu le délire de voir un robot faire un truc avec un bras géant. Mais derrière, est-ce que ça remplacera le pizzaiolo napolitain qui fait tourner sa pizza et qui fait les choses à la mano? Bah non, parce qu'on reste... limite, c'est une question qu'il faudrait envoyer à Bernard Boutboul. Je pense que si on lui laisse un bon 45 minutes, il se ferait plaisir à nous dire que non. Mais C'est demain à 16h, je crois. voilà, bah alors là, vous allez vous régaler pour le coup, mais c'est littéralement, il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir l'accepter, c'est une évolution. Il ne faut pas faire le Gaulois réfractaire. Il faut se dire que c'est quelque chose on va y aller, mais autant y aller d'une manière raisonnée. Et puis chaque technologie qui arrive aujourd'hui n'a jamais vraiment été un dégât. On n'est pas dans les robots. Donc c'est des facilitateurs. Si ce robot-là remplace le boulot de quelqu'un qui, au lieu de faire 7 bornes à pied à porter des plateaux, peut faire quelque chose de plus efficient au sein de la même société, bah tant mieux. Et Yoni, du coup, le futur du resto, c'est robot ou c'est pas robot? Ah non, moi je pense que c'est pas robot. Les outils ils sont là juste pour faciliter, comme Rachid le disait, des tâches qui sont redondantes et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Je pense je rejoins le début du slide, et il y a la restauration traditionnelle, où ce qu'on attend d'un restaurant traditionnel, c'est le contact humain et de bien se faire servir. Et ça va rester avec des facilitateurs qu'on va devoir mettre en place sur des tâches qui sont ingrates. Et puis après, vous avez toute la partie fast-food sur laquelle, en fait, comme son nom l'indique, en fait, on a besoin d'être servi rapidement. Et là toute la partie robotisation, digitalisation, elle prend tout son sens parce qu'elle permet d'améliorer, d'accélérer l'expérience client. Et de manger toujours plus rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai faim, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire mes 3 clics et puis d'ouvrir ma porte et de recevoir ma food et de pouvoir la consommer, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour tout le monde, je m'appelle Morgane Comte et j'ai créé le premier concept restauration qui allie les arts et la cuisine à Toulouse. Donc là, j'avais plusieurs questions à poser parce que j'ai trouvé que le débat aujourd'hui était plutôt axé sur la restauration fast à emporter. Donc pour les recommandations que vous nous avez données, il y avait la prise de commande digitale. Moi, je représente la restauration traditionnelle. Donc, si je fais la prise de commande digitale, je perds mes clients parce que j'ai focalisé tout mon business sur l'expérience client. Pareil, vous parliez de plateformes de livraison qui ont beaucoup été mises en place pendant le Covid. Pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que c'est un lieu qui est très ancré sur le cadre et le décor artistique. Donc, mes clients ne prennent pas à emporter. De plus, je n'ai pas voulu le faire à cause de la réputation. Voilà. Il faut quand même entendre aussi que la livraison Uber Eats et Deliveroo n'a pas une bonne réputation à cause des conditions de travail des employés. Et puis le dernier petit point que vous avez abordé et que j'aimerais revenir dessus, c'était les bornes avec le QR code. Donc là encore, ça s'adresse à tout ce qui est fast et rapide. Moi, j'avais un axe de développement, j'aurais voulu qu'on réfléchisse un peu là-dessus. Est-ce que vous pensez que créer une application pour favoriser la fidélisation client et promouvoir les nouveaux plats, les événements, les nouvelles boissons, ça ne pourrait pas être un axe de développement pour créer plus de fidélisation client et plus en lien avec la restauration traditionnelle sur place? Je sais que c'était un petit peu long, mais je représente aussi ceux qui ne font pas de fast et qui ont tout misé sur l'expérience client et le moment que le client passe dans son restaurant sans cliquer sur des bornes. Alors, pour la partie expérience client,
nous, on était comme toi au début. C'est-à-dire qu'on avait peur que les bornes déshumanisent la relation. Au final, les bornes ont clairement augmenté et amélioré l'expérience client parce que comme il le disait juste avant, les outils et les solutions te permettent de faire permettent à tes employés d'éviter de faire des tâches répétitives. Et en fait, du coup, nous, la personne qui était en caisse à prendre les commandes des clients H24, s'est retrouvée avec plus de temps, donc pour aider les personnes en cuisine à l'envoi, mais également du coup pour accueillir les clients et potentiellement, tu vois, échanger avec eux à la fin du repas. Donc l'expérience client sur ça, elle n'a pas du tout été impactée. Sur la partie livraison, tout ce qui est éthique et tout, on est tous au courant que c'est un grand débat. Maintenant, étant donné qu'il y a eu un Covid en plus, je souhaite qu'un jour il y ait une plateforme 100% éthique qui prenne tout le marché de la livraison. Mais quand on voit que Uber Eats, il y a Uber derrière, Deliveroo, il y a Amazon derrière, qu'aujourd'hui tous les acteurs ils tombent un peu un par un et que personne n'est rentable, et on est sur la même mode en ce moment avec les Gorillaz, Cajou et tous ces trucs qui lèvent des milliards et qui ne sont pas rentables. Aujourd'hui, nous, quand on a un modèle de restauration rapide comme n'importe quel concept, la livraison est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais un indispensable pour du coup augmenter ton chiffre d'affaires, attirer une nouvelle clientèle et la fidéliser derrière dans ton établissement. Si tu es sur un modèle restauration très tradit, bien évidemment, ça ne se prêtera pas à ton business model. Si maintenant tu as des plats qui se prêtent à la vente à emporter et à la livraison, je trouve que c'est un énorme manque à gagner de passer à côté. Et pour la partie application, je pense que sur le marché de la restauration, je connais quasiment personne, à part potentiellement Sushi Shop, qui a réussi à s'en sortir bien avec son app. J'ai les chiffres de plein de grosses chaînes qui ont fait développer des applis. C'est des montants à 6 chiffres qui sont monstrueux. Personne n'est rentable, ça coûte une fortune. Faire télécharger une app honnêtement, ça nous fait jamais plaisir de télécharger une app. Les coûts marketing sont monstrueux. Et c'est quand même, si tu arrives en tant que chaîne, c'est déjà un très gros challenge. Si tu arrives en tant qu'indépendant, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc je ne dis pas que le défi est impossible, mais tu as des solutions qui te permettent d'utiliser la partie fidélisation avec justement un abonnement fixe qui va être autour de 100 € par mois, qui va te permettre de potentiellement faire tes premiers tests plutôt que d'investir directement des montants à 10, 20, 50, 100 000 € sur une app. Et à côté de ça, à part si tu as des devs en interne, mais sinon tu auras des coûts de maintenance toutes les 3 secondes qui vont te coûter très très cher. Donc c'est plutôt un gouffre financier qu'autre chose quand tu es une petite boîte au début. Et voir quand tu es une grande boîte, je trouve que le modèle est encore très compliqué. J'espère que ça répond à tes questions. Ouais. Je te remercie, c'est gentil. Bon, merci à vous, en tout cas, c'était concis, clair et sympa. J'ai 2 questions, moins pour toi, Yoni, mais plus pour Alex et Rachid. Ça concerne un outil digital, certes, qui mériterait une conférence à lui seul, qui est Instagram, et votre rapport à la question d'Instagram. Je sais qu'il y a un gros travail de fait sur Parent Fish. Pour avoir rencontré Ava, on a eu plaisir à discuter avec elle assez longtemps. Mais du coup, quel est ton rapport à Instagram? Est-ce que tu as réussi via justement une solution digitale et au-delà d'avoir peut-être un CM, un community manager, de quantifier et si tu veux, de chiffrer cette partie que te ramène Instagram sur ton business? On a, du coup, la restauration, c'est du offline, donc VS, un site e-commerce où tout est traqué en ligne, c'est beaucoup plus approximatif. Pour remettre un peu de contexte, quand on est arrivé à Paris, on venait de finir nos études, on a commencé à développer le restaurant, c'était été 2017, tu vois, pour ouvrir le premier fin 2018. Si on revient à la question de comment éviter, comment pas se tromper, pour moi, là, il n'y a pas trop 36 000 questions. C'est, tu vas voir, si tu veux ouvrir un restaurant, tu vas avoir plein de restaurateurs. Si tu veux une solution de caisse, tu vas avoir plein de personnes qui utilisent la solution. Et les personnes qui ont eu l'expérience avant toi seront les meilleures personnes pour te donner l'avis le plus qualitatif. Donc c'est vraiment un peu le b.a.-ba, mais c'est ça qui va te permettre de ne pas faire d'erreur. Quand on arrive, nous on n'avait pas de thunes parce qu'on sortait d'études, on s'est endetté à fond.
on s'est dit comment agir un peu plus intelligemment que prendre une agence RP, etc. On avait vu, vu on était beaucoup dans le market, dans le e-commerce avant, le potentiel, tu vois, d'Instagram. Je pense qu'il y a à peu près 90% des restaurateurs à Paris qui m'ont dit tu ne peux pas gagner d'argent avec Instagram. Derrière, on a fait beaucoup d'influenceurs. Tout le monde nous a dit jamais je ne ramènerai ces gratteurs dans mes établissements. Et quand le Covid est arrivé, on s'est mis sur TikTok et on m'a dit tu vas détruire ta marque à aller sur une marque où il y a une appli où il y a des gamins de 12 ans qui font des danses en mettant des coups de coude devant la caméra. Et aujourd'hui, on a entre 60 et 70% de nos clients qui viennent via Instagram et TikTok. On a zéro problème de recrutement et on recrute d'ailleurs quasiment tout notre staff via ces réseaux. C'est juste, on fait beaucoup de contenu et comme il le disait juste avant, il y a beaucoup de préjugés encore sur moi j'estime que cette plateforme n'est pas bien, cette solution n'est pas bien. Mais nous en fait on prend beaucoup de recul par rapport à ça. On n'a aucune attache avec Facebook, Instagram, TikTok. Tout le monde jurait que par les pages Facebook qui aujourd'hui ne valent strictement plus rien depuis plusieurs années. Et en fait l'idée c'est le travail qu'on a fait, c'est tout simplement de regarder où l'attention des gens était. Et l'attention des gens elle était à fond sur Instagram qui est sur mature aujourd'hui. Développer Instagram aujourd'hui ça coûte très très cher. Et en fait quand il y a eu le Covid, l'attention des gens il a commencé à être sur TikTok. Et en fait c'est des leviers qui sont monstrueux, c'est-à-dire que le futur de tout, c'est la création de contenu, format vertical. Tu racontes une histoire rapidement, de façon authentique. Les gens en ont marre des pubs, affichages publicitaires où le McDo, le burger McDo, il a été posé avec une ketchup, avec du pipette et tout. Là, ils veulent voir les choses telles qu'elles sont dans la vraie vie. Et nous, demain, si Instagram, TikTok, ça crache, honnêtement, on s'en fout parce qu'il y aura forcément une nouvelle plateforme concurrente qui va arriver. Et on sait très bien que ça sera du contenu vertical comme ça. Et on a des dizaines, voire des centaines de vidéos à dispo. Et en fait, ça va nous permettre de reprendre une longueur d'avance. Donc, on demande régulièrement à tous les gens comment ils viennent nous voir. Et on a à peu près 60-70% des clients qui nous découvrent soit via Instagram, soit via TikTok. Ouais, c'est énorme. J'ai juste pour Rachid, tu as 2 minutes encore. Rachid, juste, ça suit la question. On voit bien, on t'entend depuis tout à l'heure. Si tu es entrepreneur, tu t'adaptes. Vous, Delivrec, pour être client, par rapport à ça et ces commerces finalement dans la food qui sont devenus des commerces de destination où c'est Insta. En tout cas pour nous c'est pareil. Qu'est-ce qu'a fait Delivrec ou qu'est-ce que prévoit de faire Delivrec par rapport à Instagram? Alors Instagram c'est un canal de communication avec des clients potentiels ou des clients existants. Donc nous on n'est pas une boîte de community management. On sait qui en fait, on sait qui en fait bien. On sait qui va en faire et ces sociétés-là aujourd'hui ont vocation à gérer les canaux de com et donc générer du trafic. Et nous on est là pour optimiser ce trafic et améliorer la conversion et ensuite l'excellence opérationnelle dont on a parlé. Instagram c'est bien, mais encore une fois il faut penser omnichannel. Être que sur Insta, ça va pas être gagnant parce qu'il y a un autre qui va arriver, il faut déjà être présent sans devoir rajouter du coût ou doubler le community management en matière de coût. Au-delà de ça, il y a aussi les aspects des reviews, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur tous les commentaires clients qui pullulent dans toutes les directions. Il faut être capable de les gérer, d'y répondre. Il faut y répondre sous X heures en plus, parce que les algorithmes, ils ont leurs besoins. Et donc, nous aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire par rapport déjà aux commentaires, aux reviews, on commence par les plateformes de livraison, c'est que déjà, on va tout centraliser. Comme ça, toi, tu as 12 points de vente. Tu vois quel store performe le moins bien en fonction de quel jour et de quelle plateforme pour pouvoir derrière faire un travail d'investigation, aller chercher quel problème et résoudre l'opérationnel. Donc, c'est important d'avoir cette stratégie de communication. C'est indispensable. Mais derrière, il ne faut pas oublier que toute stratégie de communication a une vocation à augmenter le CA, améliorer la visibilité et le staffing ou également augmenter la vente d'un produit, d'un autre ou showcaser son équipe. Donc il y a toujours une com pour une raison. Nous aujourd'hui, on ne va pas se mettre sur la partie community management parce que si tu n'as pas de focus, tu es mort. Si tu n'as pas de focus sur ton produit, tu es mort. Demain tu fais des hot dogs, good luck parce qu'il faut relancer une marque et c'est autre chose. Donc pour nous, on est focus sur notre verticale. Par contre, on voudra aussi avoir la possibilité d'avoir des boîtes qui font du CM, qui le font bien, dans notre App Store pour pouvoir les connecter avec les clients qui sont en recherche de ce service-là. On commence par la centralisation des reviews. On ne se met pas encore sur le game du automatisation des réponses clients, etc. Ça, il y a des pure players qui le font bien. Mais on commence à faire une première étape d'intégration, en tout cas au moins des reviews, pour que tu aies le health score de ton store sur tous les canaux qui nous sont accessibles. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, nous, tu vois, on va dire la grosse communauté qu'on a sur les réseaux nous permet derrière de driver aussi beaucoup de trafic en livraison parce que tous les gens ne veulent pas se déplacer.
Et le fait d'annoncer, tu vois, des OP spécifiques ou quoi en livraison ou même sur des formats TikTok, bah, tu te prends des pics directement sur ta plateforme de livraison derrière. Donc en soi, pour moi, les deux sont un peu, pas forcément concurrents, mais plus complémentaires. Et ils interviennent en dessous dans le canal d'acquisition, quoi. Bon. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bon salon.